Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui donne la parole à nos anciens. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des quarantenaires, des retraités et des personnes plus âgées qui ont toutes et tous vécu mille et une vies. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé leur cours de leur vie et des événements plus durs desquels ils ont dû se relever, mais surtout les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Le but de ce podcast, c'est d'offrir une oreille attentive aux générations de nos parents et grands-parents et de reconnecter les plus jeunes à leurs anciens en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'anecdote du dimanche. Je reçois aujourd'hui Patricia qui a passé un MBA, un diplôme assez prestigieux, passé 40 ans, suite à une phase assez négative de sa vie professionnelle comme personnelle. De par son parcours, elle nous démontre que rien n'est impossible quand on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs professionnels. Bonjour Patricia. Bonjour Emeline. Merci de me recevoir. Alors pour la petite parenthèse, Patricia est une des premières personnes à qui j'ai parlé du podcast. Du coup, je suis très contente de l'avoir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites ? Oui, donc je suis Patricia, j'ai 49 ans déjà. L'année prochaine est une année charnière pour moi. Et je reviens aujourd'hui avec toi Emeline pour voir un peu mon histoire passée et pour voir comment j'en suis arrivée là. Très bien. Alors, quelles études tu as faites déjà ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de diplôme, alors remettons l'église au milieu du village. Alors, en fait, la dernière fois, j'avais calculé, j'ai 8 diplômes. Alors, effectivement, là, j'en ai que 3 affichés dans mon bureau. Mais j'ai 8 diplômes. Alors, au tout début, en formation initiale, j'ai un BTS de comptabilité et gestion d'entreprise. Et puis, j'ai évolué dans les expériences professionnelles diverses et variées. Et à un moment, c'était bloquant pour accéder à des postes plus importants. Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que en France, le diplôme reste important. On en parlera plus tard, effectivement. Comment tu démarres ta carrière professionnelle du coup ? Directement après ton BTS ? Oui, directement après. En fait, dans le cadre du BTS, on est amené à faire un stage en entreprise. Donc, j'ai fait un stage dans un cabinet d'expertise comptable. Puis ensuite, ils m'ont tout de suite embauchée à l'issue de ma formation. Et donc, je suis restée avec eux 3 ans. J'avais un portefeuille de clientèle. Et de là, j'ai même un client qui ensuite m'a débauché puisqu'il commençait à grandir. Et comme il connaissait ma façon de travailler, il avait besoin de quelqu'un en interne. Il t'a embarqué avec lui. Exactement, dans son aventure. D'accord. Pour la petite parenthèse, moi je connais Patricia parce que elle avait fait appel à mes services il y a quelques temps pour de la rédaction web. Et j'ai aussi pu rédiger son portrait, sa page à propos sur son site. Du coup, je connais un petit peu sa carrière. Et je sais qu'elle a une petite parenthèse entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je crois, si j'ai bien compris, que ça a été un peu charnière justement dans ton parcours pro comme perso. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette phase de ta vie ? Oui, effectivement, en fait, il y a deux points. La première chose, c'est que mon papa a créé sa première entreprise quand j'avais 14 ans. Je me souviendrai tout le temps, c'est moi qui ai rédigé sa lettre de démission à son employeur. Donc, c'est des faits assez marquants quand on a 14 ans. Donc, je l'ai toujours vu évoluer dans l'entrepreneuriat. Il a commencé tout seul et puis il a créé d'autres entreprises. Donc, moi, lorsque j'ai eu 25 ans, j'ai créé... pour moi, c'était une évidence, en fait, de créer ma propre structure, ce que j'ai fait avec mon ex-mari. Et c'est vrai que comme je venais de la comptabilité et la gestion d'entreprise, pour moi, c'était évident et c'était simple à gérer une entreprise. Enfin, simple. Dans le sens, c'est quelque chose qui m'animait vraiment. Donc ça a été ma première expérience dans l'entrepreneuriat. Ok. Et qu'est-ce que tu en tires, du coup, de cette expérience ? Très enrichissant. Je me souviens de plusieurs choses, entre autres, ne serait-ce que le recrutement du personnel. La gestion du personnel, c'est une étape importante parce que moi qui venais de la comptabilité, on n'avait pas ce point-là. On avait effectivement les bulletins de paye ou autres, mais pas la gestion elle-même du personnel en RH.
et le développement commercial, toute cette partie un peu plus développement de chiffre d'affaires. Et l'expérience aussi, c'est que l'aventure s'est terminée. Donc on apprend aussi de nos erreurs. C'est vrai que j'avais 25 ans. Hein, donc il y a des choses que je ne maîtrisais pas complètement. Du coup, on apprend. Tirer les leçons de ces échecs, ouais. Exactement. Moi, c'est ce que je dis. Un échec ouvre une opportunité. Et donc, je suis repartie dans le salariat, mais toujours dans l'idée de créer mon entreprise de nouveau. Mais toujours avec cette idée oui, dans un coin voilà. de la tête, quoi. Toujours, et puis c'est surtout avec une activité qui m'anime. Parce que ça, là, à ce moment-là, c'est vrai que c'était une activité pour mon mari, on va dire, pour mon ex-mari. Et moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour créer ton propre bébé, ouais. Ouais. En bébé professionnel, parce que c'est Patricia ça. a des vrais bébés aussi. Oui, 2. Du coup, à ce moment-là, tu as 25 ans. Oui. Tu as repris tes études du coup en début de quarantaine, si je me trompe pas. À quoi ressemble ta vie professionnelle du coup entre ces deux, la reprise du salariat et la reprise des études? Qu'est-ce qui se passe pour que tu décides de faire ça? Alors, ce qui se passe, c'est que une fois que l'entreprise a fermé, j'ai fait mon premier bébé. Ça, c'est une étape importante. J'ai eu mon premier enfant. Ce qui fait que juste après, j'ai trouvé un poste dans le salariat. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce manque d'accès à des postes stratégiques, en fait. Donc, j'ai travaillé pour une confédération nationale. Alors, ce qui m'a animée, c'est vraiment en fait cette dimension plus globale, plus générale, et de sentir qu'on peut avoir un impact décisionnel. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et là, je me suis retrouvée dans ma posture, en fait. C'est vrai que je suis assez leader. Et je ne suis pas qu'une exécutante. J'ai besoin pour m'animer de faire des choses, d'avancer. Je suis assez positive. D'avoir un vrai rôle dans l'entreprise, quoi. C'est ça. Et puis comme je suis force de proposition, il y a les choses, j'arrive à comprendre vite fait ce qui se passe et comment on entrevoit les possibilités et les solutions. Je ne m'arrête pas à un problème, en fait. J'entrevois tout de suite la possibilité d'évoluer ou en tout cas d'avancer. Et puis ensuite, j'ai travaillé 6 ans dans un laboratoire pharmaceutique. Alors là, c'était la dimension internationale qui m'animait plus qu'autre chose. C'est vrai que c'était très agréable. J'étais responsable de filiales étrangères et je rapportais à la maison mère au Danemark. Et... Oui, donc là, tu avais des responsabilités, tu avais les moyens de tes ambitions, on va dire. Voilà. Et est-ce que tu avais toujours cette idée entrepreneuriale dans ta tête ou à ce moment-là, elle s'était un peu étouffée? Non, là, ça s'était étouffé. C'est ça qui est amusant, c'est que là... je me sentais bien. La seule chose, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus de possibilité d'évoluer. Tu étais bloquée. J'étais bloquée. Alors que pourtant, ça m'animait. Tu avais fini le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, tu as voulu passer en mode vétéran. Ouais. C'est bien dit. C'est ça. Et donc, pour évoluer, souvent, il faut changer d'entreprise. C'est là où j'ai postulé et j'ai trouvé un poste à responsabilité. Du coup, j'étais contente. Voilà, un poste à la hauteur de ce que je faisais, parce que même quand on est responsable et qu'on n'a pas ce qui va avec, c'est un peu... comment dire, c'est un peu... frustrant. Oui, voilà. Oui, puis des fois, on a un poste à hauteur de ses compétences au jour J, mais pas de ses ambitions prochaines. Donc, pour quelqu'un qui veut toujours évoluer, il peut vite être bloqué. C'est ça. C'était exactement ça. Donc, pour évoluer, j'ai bougé. Et pareil, là, je me suis encore confrontée que pour accéder à des postes de direction, il manquait le bon diplôme, le fameux Bac+5, parce que je n'avais qu'un Bac+2. D'ailleurs, même les cabinets de recrutement, à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai changé du laboratoire pharmaceutique à l'impression 3D, il y a vraiment eu une prise de conscience du diplôme, à quel point le diplôme était important. Ouais, un passeport pour
Ah, mais pour la complètement. suite de ta carrière, en fait. Oui, parce que si on n'a pas le bac+5, on ne peut pas être directeur. Bon, première nouveauté. Mais en fait, j'ai été confrontée vraiment à cette réalité. Je dis, mais vous avez vu que j'ai 20 ans d'expérience derrière Oui, on voit ça, mais notre client exige... Enfin, voilà, c'est pas un sésame, quoi. C'est les compétences, pour moi, priment sur un papier. On est bien d'accord. Du coup, c'est à ce moment-là que tu fais ton burn-out. Du coup, c'est à quel moment? Oui, ça a été juste après. Ouais. En fait, c'était une start-up où il y avait énormément de travail et énormément de choses à mettre en place. Donc moi, ça m'animait très, très honnêtement. Hein. Je ne comptais pas mes heures, mais parce que là, c'était ambitieux. Voilà, le projet était beau, on était dans un beau cadre. Voilà, c'est vrai que ça m'animait. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai mis en place beaucoup de choses. On a mis en place aussi un nouvel ERP, donc ce qui a un peu déstabilisé le service parce que un ERP, en fait, c'est le système qui va générer toute la production avec les achats vers la comptabilité. Sauf qu'au début, il y a beaucoup d'ajustements à faire. C'est pas parce qu'on a fait le go live que c'est OK. Oui, pour que ce soit fonctionnel, voilà. ça évolue sans cesse en fait. Ça évolue et puis les paramétrages sont pas forcément bons dès le départ. On a pensé à des choses, sauf que ça ne se déverse pas de la bonne manière. Et puis, le service comptabilité, c'est souvent le dernier en chaîne qui voit tout ce qui n'a pas été fait en amont. Ok. Voilà, donc c'était très intéressant, mais c'est là où en fait la charge de travail était trop forte. Ça commence à un peu te pressuriser, quoi. Un peu pressurisé, oui, exactement. Et puis le directeur qui m'avait recruté est parti à ce moment-là, et j'ai eu un autre directeur, et relationnellement ça se passait moins bien. Donc tout ça s'y ajoutant, ce qui fait qu'on ne peut plus continuer en fait dans ces conditions-là. Ouais, t'as explosé du coup. Ah oui, explosé au point de ne plus être capable d'écrire de mails, ne serait-ce même de lire un mail. Est-ce que tu peux expliquer justement, parce que je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment du burn-out, y en a qui en font vraiment, il y en a qui font juste une petite déprime automnale et qui disent partout qu'ils font un burn-out. Du coup, pour ceux qui, comme moi par exemple, qui en a jamais fait, Dieu merci, et qui n'a pas de proche qui en ait fait, est-ce que tu peux un peu nous décrire ce que c'est pour qu'on comprenne que c'est pas que du bullshit comme on peut le voir partout. Ouais, et c'est pas que du stress. Ouais. Parce que souvent on dit ah non mais je suis stressée au travail, du coup je suis en burn-out. Non, en fait c'est... Alors le burn-out c'est vraiment un épuisement professionnel dans le sens où il y a déjà souvent une surcharge, mais pas que. Il y a une surcharge et une pression. La pression peut venir de l'extérieur. D'ailleurs, j'ai posté un article sur LinkedIn à ce propos, sur le burn-out. En description du coup, si vous voulez le lire. Oui. Sur le burn-out du dirigeant, par exemple. Parce qu'on dit souvent, je suis en burn-out parce que j'ai un méchant manager. Oui, mais pas que. Un chef d'entreprise, il n'a pas de supérieur hiérarchique. Et pourtant, il peut être en burn-out. Il a tout sur les épaules. Et en fait, c'est ça, la pression, il se la met tout seul. Il a besoin de personne pour se la mettre tout seul. La surcharge, il l'a. Voilà, mais c'est vrai. Et la surcharge, il l'a parce qu'il doit être sur tous les fronts. Il ne faut pas oublier qu'un chef d'entreprise, il fait du RH, il fait de l'administratif, il fait de la compta, il fait du commercial, il fait du marketing, il doit produire, il doit faire son activité, il doit faire de la gestion de personnel. Enfin, c'est énorme. Tout ça en étant l'image de l'entreprise, donc il ne peut pas trop... Et il doit être leader, donc l'image de quelqu'un de positif, optimiste, qui avance, qui a une vision. Enfin, c'est... Donc oui, le burn-out, c'est vraiment, en fait, au-delà de la définition, c'est on arrive à un moment, il y a une incapacité à travailler physique, ou à aller au travail, physique. C'est le corps prend le relais et il dit stop en fait. Il y en a, ils sont dans la voiture, ils sont plus capables de conduire. Il y en a, ils sont devant l'ordinateur, ils sont plus capables d'écrire un mail. T'es comme tétanisé en fait. C'est ça. C'est comme tétanisé. Il y a vraiment quelque chose de physiologique qui empêche une action. Ouais, ok. Parce que vu que c'est un peu méconnu, des gens peuvent associer ça à un stress passager ou, comme je disais tout à l'heure pour plaisanter, une déprime automnale
où il fait gris, t'as pas envie de travailler, et du coup tu te mets un petit coup de pied aux fesses et puis tu travailles. C'est ça. Sauf que le burn-out, en fait, c'est... Même si tu veux, ton corps ne suit pas, en fait. Ton corps, il dit stop. Par exemple, un stress, il peut être négatif ou positif. Le stress est positif, dans le sens ça nous anime, ça nous monte, ça nous pousse à y aller, tout ça. Après, il y a le stress négatif, celui qui nous met une pression. Qui nous pollue. Voilà. Et la déprime automnale, comme tu le dis si bien. Non, mais Parce c'est qu'on est vrai, dedans, c'est là. drôle. Aujourd'hui, il fait beau, mais bon. Oui, on a de la chance. Mais c'est vrai que c'est complètement différent parce que on peut être en surcharge de travail sans faire de burn-out. Oui, Il faut pas confondre les deux. On peut avoir un mauvais manager et ne pas être en burn-out. C'est vraiment l'incapacité physique à faire une action. Souvent on pense que c'est que le mental, et ben non en fait. Et c'est souvent les personnes bien investies qui font bien leur travail à qui ça arrive, mais c'est complètement différent de quelqu'un qui a une déprime. Quelqu'un qui a une déprime, par exemple, on lui dit « Ah, mais ça va te changer les idées. » Ok, c'est vrai. Pourquoi Je pas. fais une petite parenthèse. Si on emploie le mot déprime, c'est justement pour faire le parallèle, pour pas mélanger avec la dépression qui est une vraie maladie pour le coup. Quand on parle de déprime, c'est vraiment quand on a un peu le moral dans les chaussettes l'espace d'une semaine et puis après ça va mieux, quoi. C'est ça, et puis il y a la fatigue aussi automnale. Je préfère préciser. Oui, tu fais bien, parce que la dépression est une maladie, c'est pas la même chose. C'est pour ça que d'ailleurs j'utilisais aussi le terme déprime. La déprime automnale, c'est vrai que les gens, les journées se raccourcissent. J'ai fait un post d'ailleurs là-dessus aussi sur l'automne. On le mettra au sujet. Mais oui, c'est des sujets d'actualité récentes. Mais c'est complètement, c'est complètement différent. Puis c'est biologique aussi du fait de la lumière, les vitamines qui sont apportées par le soleil. Oui, et puis serait-ce que les jours qui raccourcissent, on est moins souvent dehors, on fait moins de choses, et puis on a envie d'être au chaud. Les animaux hibernent, c'est pas pour rien. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'ils sont en déprime, les animaux. Pour eux, c'est naturel, sauf que chez nous... Ça se trouve, ils sont au fond du gouffre dans leur grotte, les ours. Ah oui, je les imagine bien. Et ils ont personne pour les écouter, se déprimer entre eux. Ouais, et non, mais c'est ça, c'est que c'est complètement différent. Moi, j'adore les week-ends cocooning. Cette saison, beaucoup ne l'aiment pas, moi je l'adore. Tu vois, aujourd'hui, il y a un beau soleil. Ou lève pas tes yeux comme ça. Qu'est-ce que me dit Patricia ? Je suis cramée. Pourtant, on n'est pas filmé. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On ne voit pas, mais elle a levé les yeux. Patricia me balance quand même. Je déteste l'automne. Aujourd'hui, il fait très beau, les arbres sont jolis, donc c'est sympa. Je me faisais la réflexion sur la route, justement. Mais dès qu'il fait gris, moi, je trouve comme l'ours au fond du trou. Quoi. Voilà. Mais chaque saison a sa beauté. Je t'assure, Amélie. Mais c'est pas tellement le froid. C'est la pluie. C'est le temps gris, l'humidité, tout ça. Il peut faire... j'allais dire moins 15, mais n'abusons pas. Ceux qui me connaissent vont me dire Emeline à d'autres. Mais si je mets une petite veste bien chaude et que j'ai pas froid et qu'il fait beau, c'est bon. Mais c'est vraiment le temps gris et la pluie, quoi. Ouais, mais donc je peux comprendre, chaque saison a son charme. Je peux comprendre la déprime. Oui, et puis les gens n'aiment pas l'hiver, ils aiment que l'été. Mais on est dans un pays tempéré, même si à cause de l'effet de serre, on en revient un peu. Mais moi, j'apprécie chaque saison, quoi. L'automne, c'est ça. C'est surtout qu'on a la chance d'être dans un endroit où il y a beaucoup de forêts. Moi, quand je rentre chez moi, il y a toutes ces couleurs. Qu'il y ait le soleil ou qu'il n'y ait pas le soleil, c'est... Enfin, les arbres sont beaux. Oui, non, c'est vrai. Après, moi, j'adore la forêt. Oui, mais tu vois, une balade en forêt, même par temps pluvieux, c'est magique. En fait, la nature est magique pour moi. Donc, non, c'est vrai. Et l'hiver, il fait froid, mais le temps est souvent plus sec. Et il peut y avoir des rayons de soleil, mais c'est plus sec, donc c'est plus supportable. Je préfère l'hiver, du coup, à la limite. Voilà, tu préfères février, quoi. Parce qu'il y a du soleil. Ouais, non, je préfère quand même le mois de mai. Un petit Roland Garros.
C'est ça, avec un parapluie, mais à cause du soleil, Oui, pas de la voilà, pluie. c'est ça. Ou de la pluie, parce que à Roland-Garros, il pleut souvent. Petite averse. La météo a un impact sur la déprime saisonnière, mais pas tellement sur le burn-out, comme quoi c'est vraiment vachement dissocié. Ah oui. Non, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, même la déprime automnale ou printanière. Parce que moi, par exemple, je déteste le changement d'heure d'été. Ah ouais? Le changement d'heure parce que on dort 1 heure en moins. Ah oui. Et je suis C'est déjà vrai que ça met super un petit fatiguée coup, ouais. souvent. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, ça ne me convient C'est pas. vrai qu'on a un jet lag après pendant 3 semaines. Mais c'est ça. C'est pas l'heure d'été qui me convient pas, c'est le changement d'heure. Ça passe, la déprime automnale passe, la déprime estivale passe. Un burn-out, ça s'accentue si on ne met pas en fait d'action, de correction. Déjà, en fait, un burn-out, si on ne coupe pas avec ce qui crée cet état de fait, on ne peut pas s'en sortir. Il faut vraiment couper en fait la relation avec ce qui nous a mis dans cette situation. Mais est-ce que pour toi le burn-out est uniquement professionnel ou est-ce que la cause peut être personnelle par rapport à son conjoint, la perte de quelqu'un ou une mauvaise relation avec ses enfants ou ce genre de choses qui en fait ont un impact sur la vie pro, ce qui fait qu'on n'arrive plus à aller au travail, etc. Mais la source, si on cherche vraiment la source, c'est pas tellement le pro, c'est plus le perso. Est-ce que tu penses que c'est lié ou est-ce que pour toi les burn-out sont majoritairement professionnels? Alors, les burn-out personnels, en fait, le terme... C'est vrai que le problème, c'est que ce terme, il est tellement utilisé aujourd'hui qu'on sait même plus... Les gens savent plus vraiment... Comme tu disais, je suis en déprime, du coup, je suis en burn-out. Oui, parce que littéralement, burn-out, c'est genre une sorte de trop-plein, non? Quand c'est en entreprise, c'est une chose. À titre privé, en fait, il peut y avoir de la surcharge mentale, mais on ne parle pas de burn-out, en fait. Ouais. On parle de surcharge mentale. Ou surcharge émotionnelle, ouais. Oui, ou surcharge émotionnelle. Mais voilà, un épuisement, par exemple, quand j'ai eu ma première fille, j'ai été en épuisement physique, mais on n'a pas idée, quoi. Je ne savais même pas qu'on pouvait être épuisé à ce point-là. Grande découverte, on ne dort pas la nuit. À cause du rythme travail et perso ou non. Juste la découverte de la vie de maman? Juste la découverte de la vie de maman. Un bébé qui se réveille tout le temps, la nuit, le jour et tout ça. Et puis, on voit à la tête de Patricia qu'elle est encore traumatisée. Elle a quel âge ta fille aujourd'hui? Elle va faire 18 ans dans voilà. 9 jours. Ça fait 20 ans que Patricia ne dort plus. Non mais ça m'a marqué. Et en fait, c'est juste un épuisement physique. Ça ne veut pas dire que je suis en burn-out. C'était un épuisement physique. Oui, il ne faut pas confondre tout et crier au burn-out. Voilà. Je suis très fatiguée, je suis fatiguée tout le temps, du coup je suis en burn-out. Non, en fait. Après, voilà, la spécificité, je pense qu'il y a des grands spécialistes du burn-out, mais quand on le vit, il y a des symptômes très très clairs. Il y a l'Institut du burn-out à Paris, qui est très bien référencé, qui explique très bien la situation. Et on peut même avoir des rendez-vous en ligne. Donc ceux qui ont des doutes déjà peuvent aller consulter leur site internet qui est très bien référencé. Et ça donne des indications sur les symptômes du burn-out. Oui, pour savoir le reconnaître en fait. Savoir le reconnaître. Parce que souvent on ne comprend pas, on croit qu'on est nul. Non, mais je suis nulle, j'y arrive pas. Oui, on culpabilise, du coup ça accentue le... C'est ça. C'est moi qui suis pas bien, c'est moi qui suis pas assez bien. Voilà. Je vous mettrai aussi dans la description un lien vers cet article pour un peu reconnaître les symptômes. Pour savoir si vous êtes en déprime automnale ou si il faut sonner la... mais la déprime automnale, moi je trouve que c'est hyper positif. Moi les week-ends, cocooning sur mon canapé avec mon plaid, j'aime. Il faut savoir... Comme je disais, les animaux hibernent et il faut savoir se dire qu'on a aussi le droit d'hiberner. En fait, accepter que c'est accepter de se reposer. Alors, c'est moi qui dis ça, mais... accepter de se reposer et de prendre quelques jours pour souffler, pour que le corps se repose, que le cerveau se repose
et revenir sur les chapeaux de roue, Oui, quoi. et c'est ok. La vie est un marathon, Oula! pas un sprint. Oui, d'accord, ok, vu comme ça, parce que je dis, la vie Oui. est un marathon, moi je m'épuise. Hein. Du coup, comment tu vis l'après-burnout? Est-ce que c'est ça qui a fait le déclic pour que tu passes ce fameux diplôme? Oui et non. En fait, oui, dans le sens où je me suis dit, bah, ok, ça veut dire que la situation actuelle ne te convient pas. Donc, qu'est-ce que tu veux? Idéalement, bah, j'aimerais ce type de poste, avec ce type de responsabilité. Et donc, c'est là où j'ai été confrontée à la réalité des choses. Donc, oui, c'est ce qui m'a poussée à me poser la question, en fait, de À te m'interrompre. poser avec toi-même et de demander qu'est-ce que je veux C'est ça, maintenant. c'est ça. Ok. Puisque j'y réfléchissais déjà un petit peu avant, parce que j'aspirais, c'est vrai que depuis tout le temps j'aspire à toujours plus, mais parce qu'on évolue, quoi. Moi, je suis en constante évolution et j'aspire à grandir. Depuis petit, on aspire à grandir. Non, C'est vrai. Et c'est pas parce qu'on est Être en grand mouvement adulte, perpétuel, ouais. oui, c'est pas parce qu'on est grand et adulte qu'on ne bouge plus. Stagner, c'est mourir. Quelqu'un a dit ça, je sais plus qui. Mais du coup, il faut être en perpétuelle, Oui, en perpétuelle évolution, quoi. exactement. Sauf Même quand- des petits progrès, mais toujours faire mieux que... Oui, sauf les week-ends cocooning où on est Oui. sur le canapé avec le plaid. On va dire faire mieux que... C'est ça. Je trouve que faire mieux que la veille, c'est un peu trop hard. Que se dire, j'essaye de faire mieux que l'année précédente, par exemple, je trouve ça En fait, un c'est peu plus évoluer. réalisable, tu vois, pour mesurer ton évolution, que vraiment au jour le jour, parce que Ah bah tu oui. peux avoir des jours plus... Non, et puis on évolue et on grandit. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps et ça commençait par je change, tu changes, il change, mais nous ne changeons pas. Et en fait, Oui. c'est ça, notre base reste la même. Et en image, c'est l'image d'un arbre. Il est enraciné, il est égal à lui-même, il passe par toutes les phases de la saison et donc il évolue. Il garde les mêmes racines, ouais. Mais il garde les racines. Donc on évolue, on se transforme, c'est ok. Mais on ne change pas notre... Oui, parce que ça a une connotation un peu péjorative quand quelqu'un te dit ah, t'as changé. Oui, Alors que t'as juste évolué. c'est le meilleur compliment en vrai d'évoluer. Après, il y a changé, il y a ceux qui prennent la grosse tête. En général, quand les gens disent ah, t'as changé, c'est qu'ils estiment que t'as pris la grosse tête. Alors que ils ont la évolué, personne a peut-être juste évolué. Et puis c'est une perception, quand quelqu'un dit t'as changé, c'est une perception personnelle. Par rapport à lui, ouais. Eh oui, Lui qui n'a pas changé. c'est ça. Tout à fait. Donc du coup, pour revenir à ton burn-out, comment ça se passe? Tu te mets en arrêt maladie du coup? Ah, c'est pas moi, hein. C'est le médecin. Je suis allée voir directement mon médecin qui a compris ma détresse parce que en fait, un burn-out, c'est une vraie détresse. C'est une détresse où on ne comprend pas. En fait, à l'origine, on ne comprend pas ce qui se passe. Et heureusement, il a compris. Il a compris et il a dit non, mais c'est pas possible d'en arriver là, quoi. Donc, Oui, donc t'as eu m'a la chance coupé. de tomber sur un médecin qui t'a écouté et qui t'a pas... Et puis, c'est surtout qu'il a su poser un diagnostic. Ouais. Parce qu'il aurait pu penser que j'étais en dépression, Oui, et te filer des anxiolytiques. des antidépresseurs ou autre. Alors, ça n'avait rien à voir. Mm. Donc déjà, il m'a dit on coupe avec la source. Et c'est vrai que moi, j'étais hyper inquiète parce que, en fait, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte à quel point un arrêt de travail est salvateur. Aujourd'hui, c'est vrai que les médecins sont assez décriés parce qu'ils disent qu'ils prescrivent des arrêts de travail, mais des fois, c'est le médicament. Pour un burn-out, c'est vraiment... Le médicament, c'est l'arrêt. C'est couper avec la source, en fait, du mal-être. Et je me souviens que j'étais angoissée. À chaque fois qu'arrivait la fin de mon arrêt, j'allais le voir. Et puis, puisque bien sûr, on a un suivi régulier avec le médecin. Et j'étais toujours angoissée. Il me dit, mais non, mais soyez pas angoissés. Tant que vous êtes dans cet état, en fait, vous n'êtes pas en état de reprendre. Mais d'avoir quelqu'un qui comprend, en fait, un médecin, un professionnel de la santé, qui dit, bah si c'est quelque chose, enfin voilà, on dit que la dépression est une maladie, mais le burn-out a vraiment un impact, ça devient maladif. Et j'ai eu cette chance, en fait, de tomber sur mon médecin qui me connaît. Et moi qui suis toujours positive, qui avance, qui trouve des solutions, qui m'arrête pas, qui aide les autres. Là, t'étais obligée de t'arrêter. Ah ben là, j'étais obligée et puis j'ai pas Contre ton gré. compris. Oui, souvent les gens ils disent oui, tu t'es arrêtée. Ah non.
Mais En fait, c'est le on s'arrête problème, pas. on en parlait dans l'épisode précédent de Christelle, qui a fait un burn-out aussi. On parlait du fait que les Français, quand ils se mettent en arrêt pour un burn-out, une dépression ou peu importe, ils culpabilisent. Et du coup, ça rajoute une couche à leur mal-être, leur détresse. Ils culpabilisent d'être chez eux, ils culpabilisent de ce que pourraient penser leurs collègues. Parce que quand ils reviennent, les collègues leur reprochent ça. Et c'est exactement ce que tu dis, toi qui en as fait un aussi. Tu rejoins Christelle du coup sur le fait que les Oui. gens pensent que t'étais partie en vacances en fait. Puis c'est culpabilisant. Et puis déjà, ne serait-ce que rien qu'au début de ta phrase, tu dis, oui, les gens qui se mettent en arrêt de travail, faut savoir que ils sont pas dans la capacité de se mettre en arrêt de travail. En fait, ils vont consulter le médecin. Mais déjà, pourquoi c'est culpabilisant ? Rien que le fait de dire « Ah, tu t'es mis en arrêt de travail ?» Non, en fait. C'est mon médecin qui m'a arrêté. Oui, parce qu'on te prend pour celui qui a décampé, en fait. Oui, et puis c'est surtout que du coup, ça engendre certainement une charge de travail en interne, parce que du coup, ce poste-là qu'on avait, les tâches sont réparties. Et c'est tu nous as laissé tomber, ou c'est la culpabilité ou signe de faiblesse. Voilà, c'est ça. C'est pas juste la culpabilité, c'est qu'elle n'est pas assez forte. Non, c'est l'inverse. Oui. C'est quelqu'un de compétent et de très investi. Il faut savoir qu'un burn-out, c'est souvent des personnes compétentes et investies. Et voilà, donc ça, le problème, c'est que c'est encore mal vu. Surtout dans des postes à responsabilité. En fait, il y a tellement d'abus sur les arrêts maladie en France, comme tu le disais, les médecins qui en donnent tirent l'arigot, que en fait maintenant arrêt maladie c'est vu tout de suite comme elle avait envie de se reposer donc elle s'est fait faire un petit arrêt maladie. En fait, le fait d'en donner tellement comme ça sans raison, ça a un peu désacralisé le vrai arrêt maladie pour les gens qui en ont besoin. Effectivement, là, je suis d'accord que c'est pas normal. Mais par exemple, une personne, il y a combien de personnes, moi j'en connais des contre-exemples, où le médecin dit « faut vous arrêter », et puis la personne a fait « ah non, mais je peux pas ». Après, est-ce qu'elle dit « je peux pas » par rapport au travail, à la pression, par rapport à la charge, ou par rapport à elle-même? Non, par rapport au... Non, j'ai beaucoup de travail, non, mais je peux pas m'arrêter pour mes équipes. Oui, c'est pas forcément la pression d'un tiers au travail, c'est la pression qu'on se met à soi-même. Quoi. Bien sûr. Oui. Non, je peux pas m'arrêter. J'ai des choses à faire, mon équipe compte sur moi, je dois être là, je peux pas les abandonner. Ouais, j'en connais, hein. Donc, non, c'est... Faut faire attention. Quand le médecin... non, mais si, je vous arrête, vous avez pas le choix. Et non. Voilà. C'est mon plaît. Voilà. Non, mais c'est véridique. Hein. Il y en a plusieurs dans ce cas-là aussi. Donc, il y a tous ceux aussi qui ne sont pas prescrits. Après, je prêchais pour ma paroisse, mais je peux comprendre. Parce que je sais que les jours où je suis un peu déprimée, si j'arrête de travailler, du coup, il n'y a rien qui m'anime. Tu vois ? Donc du coup, je pense que si demain, par exemple, je fais une dépression, si on m'impose d'arrêter de travailler, je pense que je coule vraiment. Alors que de travailler, comme c'est... Que ce soit le podcast ou l'entreprise, je suis passionnée par ce que je fais, ça me maintiendrait à flot. Tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, c'est pas la source du burn-out. Donc pourquoi t'arrêterais de faire quelque chose qui t'anime ? Oui, c'est vrai. Bien vu. Donc du coup, tu prends le temps d'aller mieux après ce burn-out. À quoi ça ressemble du coup l'après-burn-out ? C'est très dur. Enfin, l'après-burn-out, bon déjà on se reconstruit, il faut se reconstruire. Et puis il faut mettre en place des systèmes pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, en fait. Donc on apprend de ces erreurs aussi. Donc il faut se faire aider, bien évidemment. Une fois que c'est terminé, c'est beaucoup mieux. On sait ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'est plus disposé à accepter. Et c'est là où je me suis vraiment dit, maintenant, ça y est, c'est maintenant. Tu vas le faire maintenant. C'est maintenant que tu as l'occasion de le faire. Le diplôme, tu veux dire ? Oui, de passer vraiment le cap en disant, voilà. Ouais. Après ça, c'est... pareil, tu grandis, quoi. Moi, c'était ça. Ok, c'est bon, c'est une expérience. Tu l'as vécu, en gros, et maintenant, on avance. Voilà. Mais du coup, tu as vu
Au-delà de l'introspection, t'as vu quelqu'un? T'avais un traitement? Comment ça se... Oui, j'avais un traitement parce qu'on a des angoisses. Ouais, des crises d'angoisse. Et puis bien sûr, en fait, il faut savoir qu'il y a plein de centres pour nous accompagner lors d'un burn-out. Et, euh, et même la médecine du travail, j'ai été accompagnée par la médecine du travail. C'est important en fait de faire le lien aussi avec la médecine du travail. Et donc oui, j'ai été accompagnée pour comprendre et puis pour m'en sortir. Parce qu'on ne comprend pas toujours tout de suite. Ouais. On a un flot de paroles sur des choses qui nous sont arrivées, mais on ne sait pas les analyser, on ne sait pas Et sans comprendre. cette analyse, du coup, tu peux retomber dedans Ah oui. facilement. Ah oui, parce qu'on va réitérer les mêmes schémas. Les schémas qu'on connaît et les schémas qui nous ont menés à là, mais si on ne les a pas identifiés, on les réitère. Donc là, du coup, tu décides de passer ce fameux MBA. Donc c'est un master business et... Of administration. Ouais. Donc administration de gestion d'entreprise, en fait. Oui. C'est ça. Est-ce que tu avais des craintes du fait de passer ce master à 40 ans? La seule crainte, c'était de ne pas être acceptée dans le cursus. Qui te disent non. Oui, non, non, parce que, eh ben, figure-toi que il faut minimum un bac plus 3. Et moi, j'avais qu'un bac plus 2, donc il faut minimum une licence pour passer un master. Oui, c'est le problème en France, c'est possible. que... Ah oui, non, mais je me suis dit, mais voilà. Je dis, non, mais quand même, j'ai un bac plus 2 avec presque 20 ans d'expérience derrière. On ne va pas me bloquer parce que je ne vais pas faire en fait une VAE de licence pour ensuite passer à un master. Enfin, oui, c'est ça, c'est une licence ou un bachelor. Quoi. C'est ça. Et donc, moi, je disais non. Donc, c'était ma crainte, c'était celle-ci. Mais sinon... qu'on soit borné et qu'on te dise non, vous êtes bac plus 2, pas bac plus 3, donc c'est non. Oui, d'être encore enfermé ouais. dans ces freins que je ne comprenais pas. Ça aurait pu être possible, hein, parce qu'ils sont tellement... certaines écoles continuent de bloquer comme ça. Hein. Et du coup, quelle est la réaction des proches quand t'annonces ça? Que ce soit ton conjoint, tes parents, tes amis? Alors... Est-ce qu'ils te disent trop cool? Est-ce qu'ils te disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, c'est ça. C'est quoi les réactions un peu? Alors, mon conjoint, c'était « mais pourquoi ?» Pourquoi tu veux faire ça? C'est ça, mais tu veux te prouver quoi ma mère, c'était mais c'est 18 mois, mais comment tu vas faire parce qu'en plus, je l'avais pris en hors temps de travail, parce que voilà... Ouais, sinon c'est pas drôle. Exactement, donc c'était vendredi, samedi, et puis avec des évals tous les 15 jours, enfin c'était sur 10 mois, c'était très prenant. Mais... Pour la petite parenthèse, un MBA, c'est pas un master classique, ça fait partie des masters les plus prestigieux, les plus prisés. Ils sont... Normalement, c'est en école de commerce, non? Oui. Et dans les grandes écoles de commerce. Donc, du coup, tes proches comprennent pas trop? Ma mère avait peur, je crois que Mon père était enthousiaste, lui, il a toujours aimé les études. Donc, pour lui, ah, d'accord, même s'il savait pas dans quoi, mais rien que le fait de reprendre les études, c'était chouette. Patricia est à l'école, donc tout va bien. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Voilà, c'était plus mes filles ne se rendaient pas compte, elles avaient 8 et 10 ans, mais du coup je leur expliquais que maman repart à l'école, donc c'était drôle. J'ai des devoirs. Oui, puis ça doit être marrant pour un enfant d'être un peu dans la même barque que sa maman, quoi. C'est ça. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, elles m'ont reparlé. Ah oui, cette période-là. On faisait nos devoirs ensemble. Oui, c'est ça. Où tu fermais la porte de ta chambre parce que tu avais tes devoirs. Oui, parce que des moments, j'avais besoin de concentration et donc je m'enfermais. Je disais, maman, elle a besoin de travailler là. Et donc elles s'en souviennent, c'est assez drôle. Donc du coup, tu travailles la semaine et vendredi, samedi, Je vais à l'école. Donc tu vas physiquement à l'école. Je vais physiquement à l'école. Des cours à distance. Ah non. Zéro et comment cours à ça distance. Se passe du coup avec ta promo? Ton premier jour d'école, il ressemble à quoi? Ouais, c'est assez drôle. Alors le truc sympa, c'est que il y a des profils un peu variés, mais globalement on est tous là avec le même objectif. Et ça c'est complètement différent parce que c'est pas comme dans une formation initiale où je suis avec des 20 ans. 23 ans. Des étudiants. Voilà, des étudiants. Du lycée, quoi. C'est ça. Mais là, on a effectivement des 25 ans, mais jusqu'à
45. Et dans notre promo, on avait... oui, donc t'es pas la maman de la promo complètement heureusement. Perdue au milieu des... Oui, donc ce sont tous des professionnels. Okay. Tous des professionnels, donc du coup ça nous anime tous parce que voilà, on sait aussi les problématiques que ça rencontre, les challenges, parce que c'est de l'organisation, hein. Et puis moi là j'étais seule, donc j'avais ma fille j'avais mes filles et j'étais seule puisque j'étais divorcée du papa et je devais gérer en plus voilà mes cours. Donc, mes parents gardaient plus ta carrière, plus la reprise des études, quoi. Voilà. Donc, mes parents gardaient les filles. Le week-end où j'allais à l'école, c'était tous les 15 jours. On avait un programme bien défini. Et voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que je voyais même pas que c'était une contrainte. Je me rendais même pas compte. Ouais, t'étais dans le flow de ton Pour moi, truc, c'était... Je me posais même pas la question, c'était normal. Et puis de toute façon, j'allais réussir, je me posais pas la question. Oui, parce que tu t'étais pas dans une optique, il faut que je le fasse, quoi. Mais tu sais, un peu une obligation, mais sans forcément de plaisir. Oui, non. Toi, ça faisait déjà quelques années que tu savais qu'il fallait que tu le fasses, mais pas par obligation. C'est ça. Juste pour atteindre tes ambitions, en fait. Oui. Exactement. Donc t'avais un moteur, le moyen. En fait, t'avais ton diesel qui tournait déjà depuis des années. Je voulais juste ce master et puis voilà, en ayant le MBA, je savais que ça m'ouvrait les portes. En fait, c'est ça, c'était vraiment le moyen. C'était le moyen. C'était pas la finalité en soi. Sur les plaquettes des écoles de commerce, ils mettent souvent passeport vers l'avenir. Et en fait, ça correspond tout à fait là pour le coup à ta situation, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est le passeport. Le passeport de tes ambitions. Combien de temps ça dure du coup cette situation 18 mois. 18 mois. Et les 18 mois se passent comme au premier jour ou tu rencontres quand même des difficultés? Ah non! La fatigue ou... Ah bah bien sûr. Oh mon Dieu. La deuxième phase de fatigue après la naissance des enfants, c'est la phase du MBA. Non, c'est vrai que c'était... Après, on avait un super directeur pédagogique. Et heureusement, ils étaient aux petits soins pour nous. Parce qu'ils savaient très bien que dans la semaine, on travaillait, que le week-end, on faisait notre... on allait à l'école, qu'on avait nos devoirs, qu'on avait nos examens. Enfin, c'était vraiment super. Et donc au début, on est motivé. Ah, génial, les premiers devoirs. Ah, c'est facile. En fait, au début, il y a l'enthousiasme. Et puis après, il y a la pression. Parce que alors moi, soit je suis parfaite, soit je ne fais pas. Donc je me mettais beaucoup de pression. Et au bout d'un moment, on m'a dit, mais tu peux pas continuer à te mettre de la pression comme ça. Je dis, c'est vrai, parce que je dis, mais même si j'ai pas 20, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il faut avoir 10, 12, je sais plus, pour avoir le diplôme. Donc, j'avais des 16, des 18, j'étais, mais c'est pas un 20. Oui, t'es la personne qu'on déteste à l'école, en fait. C'est ça. Qui pleure parce qu'elle a 18 et demi. C'est ça, c'était pas suffisant. Voilà, donc, fallait pas être... Bon, après, je le disais à personne, je le disais que en famille. Et c'est vrai que je me suis dit, mais je peux pas me mettre la pression tous les 15 jours, en fait. Donc, un moment... Donc, voilà, on passe de la phase excitation à la phase faut que je réussisse absolument tout, à la phase calm down. Mais tu te mettais la pression par rapport à toi-même ou parce que tu voulais prouver quelque chose, que ce soit... Bah ouais, que je suis la meilleure. Ouais. Mais déjà à moi et montrer aux autres, tu vois, je suis la meilleure. Bon, j'ai pas été majeure de ma promo, je m'en fiche en fait. Quelle honte. Allez, on arrête ce podcast. C'est ça. À partir du moment où j'ai compris que à quoi ça va t'avancer d'être majeure de ta promo en fait. Mais c'est comme les mentions au bac, on est content sur l'instant, mais en fait ça sert à rien du tout. C'est ça, parce que finalement, est-ce que les gens t'ont demandé... Je dis ça parce que j'ai eu assez bien, mais... Mais même si tu as eu très bien, qui va te le demander? Oui. Qui va te demander ta note? C'est pour l'ego et un peu un peu une récompense, tu vois. C'est juste ça. Mais et après... ça dure 5 secondes en fait. Puis c'est pas ce qui va te donner confiance en fait. Je suis assez confiante, mais parce que je me donne les moyens de réussir. Et ça suffit en fait, j'ai pas besoin de plus. Je savais que le MBA était le diplôme que je voulais, point. Tu obtiens ce diplôme. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il est aussi compliqué? Ouais, il te le donne pas. Hein. Je te confirme qu'il te le donne pas. Mais par rapport à un master classique, est-ce que c'est vraiment hard? Alors, n'ayant pas fait de master classique, comment te dire? Je ne peux pas te dire.
Mais on évolue vraiment pendant ce MBA. Entre le moment où je suis rentrée et le moment où j'en suis sortie, mais j'ai grandi un truc de dingue. Tu as ce MBA en poche. Enfin. 20 ans d'entreprise. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Je me pose. Vraiment. Là, on arrive fatigué parce qu'on termine en fait par une grosse partie d'audit en entreprise, donc en situation réelle. Et on est juste fatigué, quoi. On termine, je pars en vacances. Je me repose et donc forcément 2 mois après, quand je dis je vais faire une formation, je vais passer une certification de 10 mois, ma mère fait non, tu te reposes là un peu avant. Je fais non. Il faut dormir, Patricia. C'est ça. Et c'est vrai parce que en fait, une fois que j'ai eu ce diplôme, j'ai fait aussi mon petit parcours de chemin et c'est là où j'ai décidé de faire le métier que je fais aujourd'hui. Ça a été à ce moment-là. Je dis, c'est bon, tu l'as, le fameux passeport là pour l'avenir, c'est ça ? Oui. Tu l'as, et ben maintenant tu fais ce que tu aimes faire. Mais c'est marrant, tu vois, parce que tu as passé ce diplôme pour t'ouvrir les portes des postes qu'on te refusait. Ouais. Pour au final, pas du tout aller dans les postes qu'on te refusait. C'est ça. Mais créer ta propre entreprise. Exactement. Mais c'est vrai que là, je me suis rendu compte que, ok, est-ce que tu veux vraiment faire ça après ? Une fois que c'était possible. En fait, c'est ça. C'est une fois que c'était possible. Tu t'es rendu compte que ce que tu voulais, tu pouvais le faire. Donc du coup, ça t'a ouvert le champ des possibles, en fait. Voilà. Et là, que me disaient mes collaborateurs et la première personne, il y a 15 ans, résonnait en moi. Et parce que pour moi, en fait, même ce document-là, ce diplôme, le MBA, me permettait soit d'accéder à des postes de direction, ou soit de crédibiliser la création de mon entreprise. Parce que je voulais créer Pérez Consulting à l'époque, dans la gestion d'entreprise et la stratégie d'entreprise. Et puis, je dis, ouais, mais c'est vraiment ce que tu veux faire, en fait, de la finance toute ta vie. Oui, en fait, tu étais en introspection permanente pendant toutes ces années, quoi. J'ai fait ces étapes. C'était important pour moi de faire ces étapes. Et donc après, oui, je suis repartie en formation. Mais voilà, en formation pour obtenir une certification qu'on ne donne pas non plus, où il faut travailler. Donc du coup, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux présenter brièvement ce que tu fais aujourd'hui avec ton entreprise ? Oui, aujourd'hui, j'ouvre les yeux de mes clients et je leur permets de prendre les bonnes décisions. C'est un beau programme. Ouais. Donc les dirigeants d'entreprise, surtout, c'est ça ? Les dirigeants d'entreprise. Cadres dirigeants. Exactement, en leadership, stratégie et communication. Donc les liens aussi, les liens interpersonnels en entreprise, comment se parler quand on est dans un comité de direction, savoir se parler et avancer, prendre les bonnes décisions, avoir la vision et faire les choix. Parce que des fois, dans un environnement qui est tellement changeant, on fait parfois des choix qui sont à l'opposé de la vision. Et alors, c'est pertinent de savoir s'adapter, mais il faut garder la vision en ligne de mire. Donc ça, c'est important parce que du coup, je la co-construis avec eux et puis pour pour des meilleures relations aussi interpersonnelles. Et tu accompagnes aussi les patrons qui viennent d'être propulsés au rôle de patron. Tu les accompagnes du coup à être oui. de bons responsables et à prendre leur posture de dirigeant. Exactement, la posture. Et la posture et l'assertivité parce que... c'est pas toujours évident, mais avoir la bonne posture. Souvent, quand on dit « Ah non, mais lui, il a un problème, il aurait besoin d'être aidé. » Ouais, pose-toi d'abord la question de toi. Qu'est-ce qui fait que tu as ce problème-là ? Donc, ne serait-ce que dans les prises de fonction. Une personne qui arrive à un poste, c'est très important de se faire accompagner pour faire les bons choix. Parce que moi, j'ai accompagné une personne, par exemple, qui me disait « J'ai eu un management bienveillant, sauf que je me suis fait bouffer. » Voilà, ça a été clairement ces termes. C'était un de mes premiers clients et je ne veux pas réitérer l'expérience. Mais du coup, si on n'est pas aidé... Cette personne était manager de façon bienveillante et ses salariés qui abusent de lui. Profité, en fait. Bien sûr, exactement. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas un seul type de management qui est bon. Oui, parce qu'on a tendance à tirer sur les patrons, mais parfois c'est soit qu'ils n'ont pas été préparés et qu'ils ont été là parachutés à ce poste-là, avec les responsabilités que ça incombe. Et d'autres, parfois, c'est les salariés le problème, quoi. C'est ça. Mais si on a la bonne posture, les salariés, ils auront la bonne posture envers soi. En fait, quand on ne peut pas changer les autres, il faut que nous-mêmes... il faut se changer soi-même. Einstein disait, j'adore cette phrase,
que la folie, c'est de réitérer les mêmes choses et d'en espérer un résultat différent. J'aime beaucoup cette phrase. J'adore. Et c'est vrai, du coup, c'est sa posture à soi qu'il faut changer. Du coup, l'autre personne est déstabilisée parce que c'est pas un schéma habituel et du coup, ça va changer la réaction de l'autre. Et c'est pour ça que souvent, quand, par exemple, ce dirigeant que j'ai accompagné, quand il a une posture de bienveillance et qu'il change, et en général, quand on ne veut plus quelque chose, on passe en mode réaction. Et la réaction, c'est l'opposé. Et c'est pas bon. Il faut juste être dans l'action, en fait. C'est juste être dans ce qui est bon. La réaction pour agir, quoi. Bah oui, parce que un jour, je me souviens, il m'a dit, donc dans son nouveau poste, il m'a dit non, mais lui, je vais l'emplafonner, quoi. Ça m'avait fait sourire. Parce qu'effectivement, je dis ok, donc là, tu es en mode réaction. Donc voilà, on identifie la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il veut vraiment avec cette personne-là ? Et du coup... L'emplafonner, visiblement. C'était ça le projet. Mais là, il était en réaction. Et finalement, c'était pas vraiment ce qu'il voulait. En fait, il voulait s'en faire un allié, mais sauf qu'il n'avait pas pris la bonne manière. Mais quand on ne comprend pas les enjeux, eh ben, on est en réaction. Ouais. Oui, puis après, c'est souvent trop tard, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner en prise de fonction. Ça permet de poser les bonnes bases sur des faits concrets. Pas sur des hypothétiques accompagnements management généraux, des formations, Non, c'est pas ça. C'est vraiment sur des cas concrets. Du coup, il y a une évolution en profondeur. Il y a une compréhension intérieure. Ah oui, ça, ok, je comprends pourquoi, comment, du coup, qu'est-ce que je fais pour être aligné avec moi-même et pour obtenir ce que je veux finalement. Parce que c'est ça l'objectif. Ok. Je vous mettrai le lien du site et du LinkedIn de Patricia pour ceux que ça intéresse. Soit si vous êtes dirigeant et que ça vous parle, soit si vous avez des problèmes avec votre patron, envoyez-le à Patricia. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux personnes soit en reconversion, soit qui, comme toi à l'époque, sont un peu bloquées mais osent pas trop reprendre leurs études ou passer un diplôme en ayant une vie déjà bien posée? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors en ce moment, il y en a beaucoup qui se posent cette question. Depuis le Covid, ouais. C'est hallucinant parce que, en fait, cette phase de confinement a vraiment permis aux gens une pause. La pause s'est imposée à eux-mêmes, ils ne l'ont pas choisi. C'était une introspection forcée. Obligée, quoi. Ouais, c'est ça, une introspection forcée où les gens, non mais attends, quoi ? Le confinement est fini, je dois repartir travailler, mais ça n'a pas de sens. Et ça, c'était vraiment en fait, c'est ça, une introspection forcée où les gens se sont vraiment posés. Donc, ils ont repris. Mais là, maintenant, ils veulent plus. Ils se rendent compte que souvent, même, les valeurs de l'entreprise ne sont plus alignées avec les leurs, qu'il y a une dissonance. Un manque de sens aussi. On parle beaucoup des bullshit jobs. Les jobs où, en fait, tu te rends compte que ce que tu fais, ça apporte rien à personne, en fait. C'est ça. Et parfois, il y a des cadres qui gagnent hyper bien leur vie, qui, en fait... sont en manque de sens et donc vont ouvrir un petit supermarché dans un village paumé en province ou qui vont planter des carottes dans la Creuse. Mais c'est vrai, moi on m'a dit ça, non mais j'ai envie de planter des carottes. C'est fou, hein. Oui, donc les conseils que tu donnerais, pardon. Oui, alors déjà les gens quand ils se posent des questions, souvent ils savent pas ce qu'ils veulent. Ça c'est très clair. Donc à partir du moment où on sait que ce n'est plus ce qu'on veut, là, il faut vraiment se poser la question. Moi, je savais, c'était facile, puisque moi, j'ai cette capacité à dire « Ok, je veux ça pour obtenir ça, pour avancer, pour faire ça. » Mais les gens, la plupart des personnes qui viennent me voir ne savent pas. J'ai le cas en tête d'une personne qui « Non, mais j'aime pas ce que je fais, je trouve pas de sens. » Mais derrière, je ne sais pas ce que je veux faire, mais en même temps, j'ai de l'admiration pour mon patron, je ne veux pas partir. Ok. Et en fait, on a évolué ensemble, parce que moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est on fait un travail ensemble. Je sais exactement où je veux mener mon client. Et ça lui permet en fait de se poser les bonnes questions. Parce que quand on est tellement dans le flow où ça va pas,
et ça va pas, et j'aime pas ce que je fais, et j'aime pas aller au travail, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le burn-out. Voilà, la perte de sens n'a rien à voir avec le burn-out. Et du coup, voilà, les gens s'interrogent, mais ne trouvent pas de solution. Ouais, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et puis l'entourage est jamais bon conseiller. Pourquoi ? Parce que l'entourage cherche toujours une solution. Ou alors ils veulent que tu restes dans ta zone de confort. Parce que l'entourage veut pas que tu te... Mais oui, mais parce que l'entourage... Mais par exemple, si quelqu'un dit à son entourage demain je quitte mon poste de cadre pour élever des chèvres en Corrèze, tout le monde va te dire mais non, t'es fou, t'es bien payé, t'as une maison... C'est ça. Mais parce qu'ils veulent donner des solutions... fais attention, etc. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais qui leur conviennent à eux, mais ils n'ont pas le recul de penser à ce qui est bon pour la personne. C'est une sorte de surprotection, ouais. Et puis c'est surtout que, non, fais pas ça, parce qu'après, dans leur esprit, ça ne va pas marcher, donc on va t'entendre te plaindre, et on ne veut pas ça, oui. Donc du coup, non, n'y va pas. Mais c'est véridique. Ou alors un transfert de... peut-être que la personne aussi manque de sens ou est pas bien dans son job, et de projeter que la personne en face va peut-être changer sa position, ça les renvoie au fait qu'eux n'y arrivent pas. Ou alors que la personne n'a pas envie d'aller élever des chèvres en Corrèze. Et du coup, ils vont lui dire non. Quand le projet ne correspond pas à l'idée que s'en fait... de la personne. Et oui, elle va dire mais non. Ça arrive plein de c'est fois. C'est pour ça que... c'est humain, c'est juste humain. C'est pour ça que... humaine, oui. Et c'est pour ça que la famille proche n'est pas bonne conseillère à ce niveau-là. Parce qu'ils veulent le bien pour nous, ils veulent ce qui est bien. Mais ce qui est bien, c'est par rapport à leur vision, qui n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Enfin, c'est un peu... Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, quelqu'un qui pose les bonnes questions au bon moment et qui fait éveiller les consciences, ça, du coup, ça aide vraiment à comprendre ce qu'on veut vraiment et à avancer dans le sens. En fait, c'est plus moi qui ai cette capacité à rebondir, à me dire, ok, c'est juste une expérience et next. Expérience, next, en fait, voilà. Comme avec l'entreprise qui s'est... ouais, ton aventure entrepreneuriale. Voilà, ma première aventure qui s'est... qui a terminé au tribunal de commerce, oui. Mais derrière, c'était... Voilà, c'est juste une expérience et puis next, voilà. Next step. Du côté personnel, pendant ces années-là, tu as aussi traversé pas mal d'épreuves du côté perso. Oui. En parallèle du coup de l'aventure entrepreneuriale qui s'est soldée par un échec, du burn-out, de ta reprise des études, de la création de ton entreprise, etc. Ah oui, finalement, il y a pas mal de choses. Il y a du positif et du négatif. C'est ça. Avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Qu'est-ce que tu changerais si tu revivais toutes ces épreuves aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Quel est le bilan que tu en tires avec le recul finalement ? En fait, j'ai la capacité à voir le côté positif des choses. Je pourrais être aigrie, parler du mal de X, Y, Z, par rapport à ce qui m'est arrivé. Mais en fait, non, je ne m'attache pas à ça. Et puis j'ai une grande chance de ne pas être rancunière. Mais ça ne s'explique pas. C'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et du coup, je ne suis pas rancunière. Et d'ailleurs, je pense que ça énerve certaines personnes parce que je tiens pas... Enfin, je passe à autre chose. Oui, t'es un peu indifférente, quoi, du coup. Oui. Et ça énerve. Hein. Ouais. Et les gens aimeraient bien que je sois énervée. Et moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, en fait. Je me fais confiance et j'avance. Et je fais pas toujours les bons choix. C'est pas grave. Et j'ajuste. En fait, c'est ça, j'ajuste en permanence. J'ai cette capacité à m'adapter aux situations, mais c'est aussi ce qui fait ma force parce que, en fonction de ce qui arrive, je sais tout de suite agir et faire les choses qui s'imposent. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, j'ai pas de ressenti parce qu'il m'est arrivé des choses des fois où, sur le moment, je sais quoi faire. Parce qu'une fois, j'ai sauvé la vie de quelqu'un dans un restaurant avec la méthode là, Oui, quand quelqu'un s'étouffe, voilà. Je sais plus le nom. Alors sur le moment, tout va bien. J'ai réussi à agir, tout ça. Parce qu'il était déjà bleu. Il parlait. Enfin, il peut pas respirer ni parler. C'était la maman qui a dit, mais il respire plus. Je me suis levée, j'ai couru vers lui. Puis il y a la maman qui me dit, vous lui avez sauvé la vie et moi je m'en rends pas compte. Oui, mais c'est dans l'adrénaline du truc. C'est ça. Mais alors le soir, je me suis effondrée en larmes.
Voilà. Ça veut pas, voilà. Mon truc, c'est que sur le moment, j'agis, tout ça. Après, je décomprime. Enfin, je décomprime. Je décompresse. Si tu revivais ces moments-là aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais du coup ? En fait, je me tourne tellement peu vers mon passé. Je suis tout le temps tournée vers le futur que... Le passeport vers l'avenir. C'est vrai. Mais je me rends compte, c'est marrant en discutant avec toi, que je me pose même pas la question, peut-être quand je serai vieille. On fera un podcast. Une deuxième version. Exactement. J'irai te voir à l'EHPAD. Oui, dans ma chaise roulante. Le cliché phénoménal, mais je trouve ça mignon. Je sais pas ce que je referais. Il y a eu des moments difficiles. Là, en fait, le fait d'y repenser, effectivement, il y a eu des moments vraiment pas évidents. Même émotionnels, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Mais en fait, je me suis jamais arrêtée à ça. Et c'est peut-être ce qui m'a aussi causé du tort relationnel, c'est que je cherche pas à faire plaisir. Oui, tu ne vis pas pour les autres. Je ne vis pas pour les autres. Mais en même temps, je vis en accord avec moi-même. Alors, je fais pas toujours des choix faciles, mais vraiment, des fois, c'est des choix difficiles qui ont un impact émotionnel fort et négatif, mais je sais que ce sera bon pour moi. Pas forcément sur le moment, mais je sais qu'ils seront bons pour moi. Oui, donc c'est fou parce que du coup, tu es tellement tournée vers l'avenir que tu arrives à prendre des décisions dures qui te feront mal à l'instant T, mais qui seront bonnes pour toi à l'avenir. C'est fou, hein. Et il y a une phrase... On a tendance en général à faire l'inverse, tu vois, à reculer des choses importantes pour pas souffrir sur l'instant T, quitte à souffrir plus tard, ou à vivre dans le passé. Enfin, en général, on vit soit trop dans le présent, soit trop dans le passé, mais généralement pas dans le... C'est ça. Dans le futur. Donc moi, j'ai une vision toujours tournée vers le futur, en profitant de chaque moment du présent. Et il y a un livre qui s'appelle « La première gorgée de bière ». Mais mon Dieu, qu'il est... Alors ça, en l'occurrence, pour se focaliser sur l'instant présent, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. C'est... il explique avec des mots la première gorgée de bière, mais c'est pas que ça. C'est plein de plein de toutes petites histoires du moment présent, comme le petit garçon qui reçoit pour la première fois comme cadeau un petit canif de son grand-père. Voilà, c'est plein de petites choses. Et des fois, je suis avec une copine, je me pose et je suis là. Je dis, mais qu'est-ce qu'on est bien là. Voilà, c'est savoir profiter du moment présent. Et des petits moments, tout le temps, même rien. Tu vois, ceux qui... par rapport à la religion ou même le développement personnel, quand des gens essayent d'avoir plus de gratitude, des fois à la fin de la journée ils savent pas trop pourquoi remercier soit Dieu soit l'univers selon la croyance, alors que juste ce genre de moment tu peux être reconnaissante pour ce genre de moment juste offert par la nature en fait, sans remercier aujourd'hui j'ai pu m'acheter l'Audi, enfin c'est pas forcément des gros trucs, c'est aussi je trouve que c'est un luxe d'avoir la capacité de pouvoir apprécier des petits moments. Tu vois, le petit café du matin. Des trucs tout bêtes, mais... Oui, c'est des petites décharges de dopamine saines, quoi. Tu sais, toi qui fais ces podcasts avec les anciens, quand on demande à un ancien qu'est-ce qui l'a animé dans la vie, il parlera beaucoup de relations et de moments. Pas de réalisation, que j'ai fait ça, non. Et c'est vrai que j'apprécie chaque moment, même si je suis tournée vers l'avenir. Par exemple, hier, je parlais de projet, machin, et le soleil est juste magnifique. Voilà, c'est poum, il y a un arrêt sur image, c'est ping. J'ai une de mes meilleures amies d'enfance qui rigole à chaque fois que je lui raconte ça, mais je me souviens comme si c'était hier, d'un après-midi en sortie d'école, où on avait mangé des chips aux crevettes sur l'escalier de la petite maison de sa grand-mère, et on devait avoir 7-8 ans. Et je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Voilà, c'est le moment. Si bien que l'autre jour, elle m'a dit tu veux des chips aux crevettes parce que j'aime pas ça? Et je lui ai dit bah si, t'en mangeais sur l'escalier. C'est drôle. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui restent dans ton cerveau, mais juste parce qu'à ce moment-là, la petite Emeline de 7 ans, elle avait dû se dire c'est ça. Ah, on est bien là. Ouais. Tu vois.
C'est ça. Et si ça se trouve, il n'y a que toi qui as mangé des chips à la crevette. Oui, ça se trouve. Elle a amené le paquet et c'est toi qui les as mangés. C'est fort probable parce que j'adore ça. Mais c'est vrai. Et tout à l'heure, tu me demandais, tu sais, sur les décisions que j'ai pu prendre. En fait, il y a une chose, il y a ce qu'on veut maintenant et ce qu'on veut vraiment. Et il y a une grande différence. Si on se pose la question de ce qu'on veut maintenant, oh bah là, j'ai envie de regarder une série sur Netflix, ok, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Ah, Mais ça, c'est valable pour tout. Hein. Même, je rédigeais hier un article sur le gaspillage de la fast fashion. Mais du coup, rien que le fait de se dire, est-ce que je veux vraiment ce chemisier? voilà. Tu vois, ça t'évite d'acheter plein de trucs que tu veux sur l'instant, Voilà. mais pas vraiment. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est valable dans plein de domaines, en fait. C'est ça. Et donc, se poser... moi, j'aime beaucoup aussi me poser cette question. Qu'est-ce que tu veux maintenant et qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouais. D'ailleurs, il y a une phrase très belle que j'ai dite là dans une de mes dernières vidéos, c'est un objectif sans date n'est qu'un doux rêve. Et c'est vrai. Ouais. Je veux ça, ah j'aimerais... Ouais, ok. Quand? Pour quand? Ouais, c'est vrai. Il faut qu'il soit smart, timé, et il faut qu'un objectif ne dépende que de soi. Si ça dépend de quelqu'un d'autre, c'est pas réalisable. Ah oui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus? Une rencontre qui m'a marqué plus que d'autres. Et une admiration pour mon père. C'est pas une rencontre, tu vois, tu parlais de rencontre. Non, une personne. Ouais, mais j'ai une telle admiration pour lui. Par rapport à son profil d'entrepreneur, du coup, ou il y a d'autres... Ouais, mais pas que en termes d'entrepreneur, c'est... Je veux dire, mon père et ma mère, en fait, je les trouve tellement complémentaires. Ils ont réussi parce qu'ils ils s'apportent tellement l'un l'autre. Ils sont différents, mais leurs différences se complètent. Sont complémentaires, ouais. Donc, j'admire mon père pour sa vision, pour son côté hyper moderne. Il n'a jamais été... il n'est jamais resté ancré, en fait, sur les choses d'avant. Non, il a toujours il est tourné vers l'avenir, lui aussi. Ouais, c'est ça. Il est tourné vers l'avenir. Il a fait les choses de façon moderne, des choses qui pouvaient d'ailleurs un peu décontenancer, mais il allait toujours de l'avant. Il s'arrêtait jamais à un problème. Un problème était une opportunité. Et puis ma mère lui apportait ma mère, c'est une crème. Ma mère, mais heureusement qu'elle est là, parce que du coup, elle apporte le soutien, mais parce qu'elle le fait. Elle aime tellement ça qu'elle le fait naturellement. Et moi, je me souviens de ma mère quand je faisais mes études, donc j'avais 16 ans, peut-être un truc comme ça. J'aimais travailler. Bon, j'ai toujours été... j'aime travailler. Je faisais mes devoirs et ma maman m'apportait une petite assiette avec des carrés de chocolat. Parce que c'est du magnésium et c'est bon pour les neurones. Et là, je demandais rien, mais c'est tout mignon, en fait. Et c'est ça, à la maison, elle s'occupait de nous. Mon père, travaillait, mais ma mère aussi travaillait. Elle a toujours travaillé, hein. Mais elle aimait ça, s'occuper de la maison, en fait. Et du coup, ça soulageait mon père, qui pouvait se concentrer sur construire leur vie à deux et à la famille. C'est un travail d'équipe, en fait. En fait, c'est ça. Et franchement, mais j'ai une telle admiration pour eux. C'est... Parce que souvent, on a tendance à voir que le père qui a été moteur, qui a été entrepreneur, qui a créé, qui a avancé, mais c'est aussi le fait d'avoir ma mère comme partenaire. On dit que chez chaque grand homme, derrière chaque grand homme, il y a une femme, ouais. Il y a une grande femme. Et c'est vrai. Et elle apportait ce côté relationnel, parce que mon père, il est plutôt introverti, même si maintenant, avec l'âge, ça va beaucoup mieux. Mais il n'aimait pas parler. Mais à eux deux, ils sont extraordinaires. Et puis du coup, aujourd'hui, ils sont jeunes encore, hein, mais ils sont mignons. Moi, j'ai pas eu le souvenir d'entendre mes parents s'engueuler ni rien. Ouais. Alors que je sais que sûrement il y avait des moments. Alors, je pense que ma mère était plus dans le silence. C'est une manière très féminine de marquer son mécontentement. Ouais, voilà, c'est exactement. Donc mais ouais, à eux deux, ils sont juste phénoménaux, quoi. C'est adorable quand
les auditeurs le verront pas, mais elle a des étoiles dans les yeux en Ouais. parlant, c'est adorable. Quelle est l'empreinte que tu aimerais laisser au monde? De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Eh ben, moi, c'est la réussite des autres. C'est pas la mienne. En Des fait, autres proches? Ou genre par exemple tes de enfants tous ceux que j'ai ou pu... En fait, la réussite, de ceux qui me sont proches, de ceux que j'aide, de ceux que j'accompagne, de de ceux tes que... clients? de mes clients ou même de mes amis. En fait, la réussite des autres, mais j'adore. Mm. Et tu vois, je me souviens quand on s'est rencontrés il y a hyper longtemps maintenant, oui, ok, du haut de ton jeune âge, mais je veux dire, c'est vrai que on s'est connus, tu commençais. Ouais. Et Je venais de lancer mon entreprise. oui, et moi j'ai une passion pour les gens et ça m'anime quoi, de les voir réussir, de les voir évoluer, grandir, et si je peux apporter la petite pierre qui va équilibrer le truc, tu sais, souvent tu c'est vois, comme là, les tables au restaurant. Là, tu apportes ta pierre en participant au podcast. Du coup. Ah bah ouais, genre, c'est Comme vrai. ça, tu auras participé et à Prête-moi ta plume et, Ouais. Et au podcast. Et au podcast. Mais tu vois, on parlait du restaurant, tu sais, la table Oui. qui bouge, c'est super. Moi, je veux être le petit caillou qu'on met en dessous et qui Le stabilise petit papier plié Voilà. en 8. C'est Je ça. vois tout à fait. Mais c'est ça. Si en plus je peux être ce petit truc qui... Pour élever les autres, ouais. Pour élever les autres, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est beau, ce qui c'est m'anime. noble comme qualité. C'est ce qui m'anime. Et j'aime vraiment les gens. C'est pour ça que j'ai créé mon site internet, j'aimelesgens.com. Oui. Il n'y a encore rien dedans, mais ça va venir. Mais j'ai déjà une base pour mettre en valeur les gens. Pas moi, mais les gens. Mm. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que Ouais, je on me mets en partage un peu valeur parce que j'aime vraiment aider les autres. Donc, je suis là, quoi. Je suis là. On partage un peu ce truc-là et c'est marrant parce que du coup, quand je t'ai contacté pour faire le podcast, tu te sentais pas trop légitime parce qu'en fait, et moi on me l'aurait proposé, j'aurais réagi pareil, parce qu'on est toutes les deux dans cette posture de vouloir mettre les autres en avant. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tu te sentais pas Ah, légitime. ouais. C'est parce que pour une fois, c'est toi qui es en avant. Ouais. Et puis, j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Souvent, c'est Non, ça. Mais... pour moi, chaque personne est intéressante, chaque personne a une histoire, un parcours. Et comme je le disais dans l'intro, en fait, moi, je vois ce podcast un peu comme le repas du dimanche où tu as toujours quelqu'un qui va raconter son anecdote, raconter son histoire et inspirer les autres et créer un peu une effusion. J'allais dire une émulsion, mais... voilà, rien à voir avec- Une émulation. C'est ça. Une émulation. Donc tu apportes ta pierre À à l'édifice. l'édifice de Ravi. ce gigantesque repas du dimanche. C'est ça. Ravi. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Quelle est la chose que tes parents ou tes grands-parents t'ont transmis et qui te sert encore aujourd'hui dans la vie? Mon cerveau. Non, mais c'est vrai, j'ai un fonctionnement du cerveau qui... Je Ta les façon de remercie penser, pour ça. Ouais, ma façon de penser. Je les remercie pour ça. Parce que tu vois, même quand on parlait de différentes choses, quand tu me posais des questions, je pense pas forcément comme la plupart des gens. C'est ce qui fait aussi... On est tous uniques hein, de toute façon, mais... Donc je les remercie déjà pour ça. Et puis j'ai vraiment la chance d'avoir des parents qui sont mon pilier. Et la double culture. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais toi, t'es d'origine portugaise. Ouais, mes grands-parents Du nord du sont Portugal. venus... Pas du tout, du centre. T'aimerais bien que je sois du nord, Ah mais je oui. suis du centre. Je persévère. C'est ça. Tu veux vraiment que je sois du nord. Mais non, je suis du centre, de Castelo Branco, plus exactement. Et ouais, ils m'ont... À la maison, on parlait que français. En fait, mes parents, on n'a jamais été très communautaires non plus. Mais grâce à l'éducation qu'ils m'ont donnée, à cette ouverture sur l'autre, et puis sur... Enfin, pour moi, c'était tellement naturel. Il n'y avait pas de scission, en fait, entre la France, le Portugal. Pour moi, c'était naturel. Faut pas oublier que... Enfin, faut pas oublier. Moi, je l'oublie pas, que j'ai connu... Enfin, mes grands-parents n'avaient pas l'électricité chez eux. Ah ouais. Mes grands-parents n'avaient pas l'eau courante. Je me souviens, quand j'étais petite, j'allais à la fontaine remplir les... Je sais plus comment ça s'appelle là, mais j'allais remplir les c'est pas des seaux, mais voilà, pichets, ouais, comme les jarres, quoi. Ouais. Les cruches, voilà, d'eau. Enfin, c'était drôle.
Je prenais mon bain dans une bassine en plastique. C'est super mais du drôle. coup, tu vois, d'avoir vécu ça, ça te connecte au réel, on va dire. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de se connecter au présent, là, c'est se connecter à la vraie vie, en fait. Oui. Oui. Oui, et puis c'est... Puis, enfin, vraiment, cette gentillesse, tu vois, c'est... Ils m'ont transmis ça. Ouais. Mais tu vois, là, c'est vrai que ma double culture, j'adore. J'adore parce que c'est aussi ce qui me rend tolérante et qui me donne une ouverture d'esprit sur l'autre et qui accepte sans juger, en fait. J'ai pas d'a priori, j'ai pas de... Oui, parce que du coup, d'accepter sans juger, c'est une force aussi bien dans ta vie de femme que dans ta vie professionnelle par rapport à tes clients, du coup. Parce que t'apportes ton expertise tout en étant très dans la bienveillance, l'empathie, le non-jugement. Et Exactement. Du coup, ça, je pense que c'est apprécié par tes clients. Oui, parce qu'on a tous le droit de penser ce qu'on pense. Et c'est légitime, en fait, dans son histoire. Et en fait, c'est OK. Je ne suis pas là pour changer ce que la personne pense. C'est OK avec elle-même. Et ouais, ça m'a ouvert ça, en fait. Donc oui, ils m'ont transmis... au-delà du fait que eux deux sont vraiment mes piliers, c'est cette double culture. Donc je suis très fière. Là, du coup, on a pas mal parlé de tes parents et tes grands-parents, mais comment tu vis ta relation avec les anciens de manière plus générale? J'adore. Mais depuis petite. Hein. Et le truc drôle, c'est que à chaque fois que je rencontrais une grand-mère ou un grand-père, j'adorais savoir comment ils avaient rencontré leur conjoint. C'est une des questions que je posais systématiquement. C'est « Et comment vous vous êtes rencontrés ?» C'est drôle, hein, mais je pourrais les entendre raconter leurs histoires de vie. C'est une histoire de vie et c'est ce qu'il y a de plus pur, en vrai, une rencontre. Oui, et puis ça les enlève de l'âge qu'ils ont. Oui, et puis en général, quand ils te racontent ça, on dirait qu'ils ont 16 ans à nouveau, ils ont l'œil qui pétille. C'est exactement ça. Ils sont un peu gênés et tout. C'est adorable, j'adore aussi. C'est ça, et puis ça les transpose dans un autre âge, dans une autre époque, et du coup, mentalement, ça les renvoie... Tu vois qu'ils s'éveillent rien qu'en racontant ça. C'est pas juste des souvenirs, parce qu'on réveille l'émotionnel de cet âge-là, et j'adore poser cette question. Mais parce que j'aime entendre la réponse, j'aime voir les yeux qui pétillent, les regards qui se font en douce, genre, tu te souviens, on dit ça, mais nous, on sait plus de choses. Voilà, c'est amusant, quoi. Oui, puis je trouve que ça les enlève de leur posture de papy ou de mamie. Exactement. Et ça les met... je les vois pas. C'est plus une vieille dame, c'est une femme qui te raconte... et je trouve ça beau, parce que du coup, le temps s'arrête un peu, tu vois. Oui. Et même quand j'étais jeune, j'avais énormément de respect pour les personnes plus âgées parce que je n'oublie jamais qu'un jour, je serai, si tout va bien, j'aurai leur âge. Et j'aimerais qu'on me respecte autant. Donc, je les respecte. Parce que souvent, aujourd'hui, les jeunes ont tendance à dénigrer les personnes âgées. Or, elles ont un autre âge, elles ont été jeunes. Et un jour, on aura leur âge et on sera vieux. Et moi, j'aimerais bien qu'on me parle avec respect. Moi, je les respecte beaucoup aussi, mais c'est pas tellement pour ça. C'est plus un peu par admiration. Parce que, en fait, moi, je suis passionnée par le passé, que ce soit le passé proche, les années 80, ou le passé 90. Composé, le passé simple. Ou, comme mon papy, j'étais passionnée de préhistoire, tout ça. Et en fait, je trouve que les personnes âgées ont ce côté... on a vécu une autre époque, et c'est tellement enrichissant qu'en fait, je suis très respectueuse de ça. Donc en fait, j'ai un peu un côté sniper. Dès que je vois une personne âgée, j'ai envie de tout stopper, d'aller lui dire « Raconte-moi ta vie », ce qui est très bizarre, parce que quelqu'un vient me voir et me dit ça, je trouve ça flippant, quoi. Oui. Mais en fait, je vois ça un peu comme des puits sans fond d'histoires. Ouais. Et puis effectivement, les histoires, quand ils te racontent
des périodes. En fait, c'est des périodes de vie. C'est vraiment Ouais. des tranches de vie. Puis il y en a qui ont qu'ils vécu des phases vraiment historiques. Exactement. La guerre ou la guerre d'Algérie, le mur de Berlin, des choses vraiment figées dans l'histoire qui du coup disparaissent avec eux. Tu vois, typiquement les survivants d'Auschwitz, par exemple, bah, dans quelques temps, il n'y en aura plus. Oui. Et je trouve ça hyper important du coup d'essayer de les faire vivre de par leurs histoires, quoi. Oui, exactement. Et c'est vrai ça. Moi, je sais que même... Enfin, j'ai connu des gens qui ont été prisonniers des Allemands, quoi. C'est pas rien. Ouais. Ils ont été prisonniers des Allemands et ils sont là pour leur raconter. Et leurs maisons qui ont été prises par les Allemands, enfin, c'est... Alors que c'est des trucs que tu lis dans les livres d'histoire. Mais en fait, ces gens-là l'ont vraiment vécu et on a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça aussi que dans mon podcast, j'essaye de dire qu'il faut un peu lever les yeux de son téléphone pour parler aux gens autour de nous. Parce que t'as des gens qui ont une histoire et un passé que tu soupçonnes même pas, en fait. Et si tu parles pas avec, bah, tu le sauras jamais. C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aujourd'hui à ceux qui nous écoutent ? Est-ce que tu aurais un conseil ou... Alors, une chose qui me vient spontanément comme ça à l'esprit, c'est de se faire confiance. Faut vraiment se faire confiance. Et je dis ça, je pense par exemple, ne serait-ce qu'aux jeunes mamans, mais faites-vous confiance aussi. Je pense à ceux qui... en fait, on agit trop par contrainte sociale et on oublie de se faire confiance et de faire confiance à son intuition aussi. Son intuition, son corps, ses ressentis. Oui, parce qu'il y a des choses, ça va nous parler, on va se dire, mais c'est bizarre. Mais en même temps, intellectuellement, il n'y a rien de bizarre. Eh bien, fais-toi confiance. Si tu as un ressenti, oui, c'est pas, tu peux le croire. Vrai. Voilà. Intellectuellement ou sur papier, peut-être qu'il n'y a rien. Mais crois-moi, si tu le ressens, fais-toi confiance. Très bien. Bah, merci beaucoup, Patricia. C'était très intéressant. Merci à toi. J'espère que ton parcours en inspirera plus d'un. Peu importe l'âge, peu importe sa condition, on peut se donner le moyen de ses ambitions et d'avoir son passeport pour l'avenir. On finira là-dessus. C'est ça. À bientôt. À bientôt, merci. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi ? Écris-moi. Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.